Salut à tous les amis, c'est Jean-Mi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une toute nouvelle émission, Un jour une profession, dont je vous avais un peu parlé récemment. Cette nouvelle émission elle va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur des métiers, qu'ils soient originaux, du quotidien. Ça peut être des assureurs, des infirmiers, des avocats, des vétérinaires, mais également des sportifs de haut niveau. Ils ont tous quelque chose à nous raconter. J'aimerais connaître les avantages, les inconvénients, et les dessous de chaque métier à travers des invités qui vont nous parler d'eux et de leurs expériences. Cela permettra d'en savoir plus sur eux et peut-être de donner des vocations à certains. Et depuis que nous avons créé la chaîne, nous avons parlé uniquement du sport pour le moment. Et donc avec cette nouvelle émission, je vais faire une petite passerelle. Cette passerelle en parlant justement du sport de haut niveau et notamment d'un sportif. Et pour notre toute première émission à ce sujet, je me devais de convier un invité de marque, quelqu'un qui à travers son expérience de footballeur professionnel, va pouvoir nous raconter son vécu et son sentiment sur le métier. Cet invité est un footballeur professionnel, comme je disais, depuis 15 ans, qui a joué toute sa carrière dans le championnat de France, principalement dans les plus grands clubs de Ligue 2, mais également en Ligue 1. Je suis particulièrement fier de le recevoir dans mon studio, parce que je suis admiratif de son parcours. Mon invité aujourd'hui est Mickaël Le Bihan. Salut Mika. Salut. Ça va ? Ça va, merci et toi ? Bon, ça va super, merci. Je te remercie vraiment beaucoup de faire l'honneur d'être présent pour ma nouvelle émission. Avec plaisir. D'avoir pris le temps pendant tes vacances de venir enregistrer avec moi et de parler un petit peu. Je t'avoue que c'est le début, je viens de démarrer. D'habitude, je suis avec un associé, avec Valentin, qui a pas pu être présent parce que on bosse à côté. Mais voilà, en tout cas, je te remercie d'être là. Et on va pouvoir démarrer. Franchement, ça va être tranquille, ça va être cool. Je suis pas là pour être le premier journaliste qui va te poser les questions débrief d'avant-match, après-match. Voilà. Le but, c'est qu'on puisse parler en toute tranquillité, simplicité, vraiment de ta carrière, du métier, de tout ce qu'il faut. Mais avant de commencer, vraiment, je vais te poser la première question qui n'a rien à voir avec le sport. Je vais poser cette question à chaque fois que je vais avoir un invité en face de moi. Je vais vraiment la poser. Je te l'ai posée il y a quelques secondes, mais c'est vraiment comment ça va. C'est important que je te le dise parce qu'en fait, le comment ça va, souvent on dit ça va et toi, cool, ça va. Sauf qu'en fait, j'ai envie de savoir un petit peu quelle est ton humeur du jour. Chaque jour, ça change. Ouais. Et en tant que footballeur, en plus, c'est pareil. Si tu devais te donner une note aujourd'hui, sur 10, ce serait laquelle ? Non, là, on est complètement à 10. Ah ouais ? Là, tout va bien. Tout le monde a la santé, la famille, les amis. Il fait beau, donc on est en vacances. Donc là, tout va très bien. Ouais, tu profites encore avant la reprise d'ici 1 ou 2 semaines. Exactement. Même plus. Ouais, exactement. On reprend dans un peu plus de 15 jours. Mais voilà, on a déjà repris les footings. Et puis voilà, mais ça, on reste en vacances. Donc ça fait toujours du bien. Ouais, c'est sûr. Surtout que vous n'avez pas forcément, finalement, beaucoup de vacances, vous, parce que vous êtes toujours sur le qui-vive, à devoir être toujours prêt et finalement, vous n'avez pas énormément de coupures vraiment qui vous fait penser à autre chose que le foot. Ouais, c'est ça. L'année reste longue. Après, on a la chance de faire du foot, donc pour moi, ça reste le plus beau métier. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quelques jours au mois de décembre et un bon mois en juin, donc on va pas se plaindre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est d'ailleurs une passerelle un petit peu, c'est-à-dire que je voulais qu'on parle un petit peu au départ de ta carrière et ça sera tout le fil rouge de cette émission. Savoir comment toi tu as commencé à jouer au football et à quel âge tu as su que tu voulais vraiment devenir footballeur plus tard. Franchement, c'est la famille. C'est la famille. J'ai mon père qui était footballeur, mon grand-père ont toujours été dans le foot, au niveau amateur certes, mais on grandit avec un ballon, on grandit. Ils étaient entraîneurs aussi, donc le dimanche, tu joues à côté pendant qu'ils entraînent leur équipe. Ouais. Et au final, après, maintenant, le foot, c'est que ce soit à l'école, que ce soit partout, dans le quartier, tu joues. Donc voilà, c'est ça. Et j'ai jamais été accroché par d'autres sports. Okay. Et j'ai commencé le foot à 6-7 ans. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans les clubs de jeunes jusqu'au moment de devenir professionnel ? Comment c'est arrivé ? Alors, comme je t'ai dit, j'ai commencé à 6-7 ans. C'était en Bretagne, parce que je suis originaire de la Bretagne. Voilà, j'ai fait les premières années où c'est un peu la récréation au départ. Ouais, exactement. C'est la récréation, mais bon, voilà, nous, on aimait quand même le foot, donc ça restait quand même sérieux. Ensuite, j'ai déménagé dans le sud. Et là, j'ai fait les premières années à la SCAN. J'ai fait 3 ans. Ensuite, je suis parti à Fréjus parce qu'avant, il n'y avait pas la fusion. C'était Fréjus et Saint-Raphaël. Donc, j'ai fait 2 ans à Fréjus et après, j'ai fait Saint-Raphaël, le stade Raphaëlois exactement.
jusqu'à mes 17-18 ans, où là, j'ai signé à Lorient en CFA. D'accord. Et voilà, après Sedan, j'ai fait 6 mois de CFA et après, je suis passé pro. Ok, donc t'as jamais à proprement parler fait de centre de formation. Non, jamais. T'es justement l'un des rares, on va dire, une minorité à être professionnel sans avoir fait de centre. Je pense pas que vous soyez vraiment beaucoup. Non, c'est vrai que le cursus classique, on va dire, c'est un peu le centre de formation, mais moi, je refusais. C'est vrai que je refusais tous les clubs. J'avais envie de D'accord. rester à Saint-Raphaël avec mes amis, et donc du coup, je suis jamais parti. Et c'est au moment où l'école, ça allait moins bien, que je travaillais à côté, ça devenait compliqué la vie, que là, ma mère m'a dit, écoute, il faut aller tenter ta chance. Et au final, je suis parti la tenter et ça a marché. Bah super, c'est ce qu'on le voit maintenant. Même si on va parler peut-être voilà, dans le temps un petit peu plus loin, mais il y a eu des hauts et des bas certainement Ouais. voilà, tout au long de ton parcours. Donc tu as commencé justement pro à Sedan, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc voilà, si je me trompe pas, c'était en 2009 que tu as signé pro. Oui, Et ensuite, tu as joué, c'était en Ligue 2 avec Sedan? voilà. En Ligue 2 avec Sedan. Et après, tu as vraiment éclaté au grand jour, on va dire, au Havre. C'est ça, ouais. Au Havre, à partir de 2013, où tu as fini meilleur buteur de Ligue 2. Exactement. Meilleur buteur de Ligue 2. Et après, c'est là où ça a commencé vraiment eh ben, je pense pour toi, à te sentir bien et à prendre vraiment du plaisir, non, je pense, dans un groupe pareil. Ouais, bien sûr, ouais. C'est exactement là. C'est parti quand on prend confiance en soi, forcément, c'est plus facile sur le terrain. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis senti bien. Ok. Et tu as passé 2 saisons, 3 saisons au Havre? 2. 2 saisons. Ouais. Et c'est là où tu as été recruté par Nice. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, bon, les amis, vous le savez très bien que moi, je suis supporter niçois, je suis abonné au stade. Donc, c'était un plaisir pour moi de le recevoir, justement. Même si je suppose qu'on a la même idée, c'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'il fasse encore plus, même si à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il nous a fait plaisir. Et tu nous as fait plaisir à chaque fois. Et j'étais présent surtout dans certains, je pense, matchs marquants pour toi, et on va peut-être en parler. Et je t'en parlerai si tu en parles pas, de toute façon. Ouais, pas de souci. mais en tout cas, je vois que donc tu as fait Nice, ensuite tu as été à Auxerre, justement, Ouais. à Auxerre, où tu avais fait une très grosse saison aussi. C'est ça, la deuxième année. La deuxième année, t'avais peut-être pas fini meilleur buteur, mais t'étais pas loin, deuxième, Ouais. hein, c'est ça. Hein. C'était Bayo qui avait terminé premier à Ouais, Clermont. avec Clermont. Et après, bon, bah, Dijon, et en ce moment au Stade Malherbe de Caen. C'est ça, exactement. Stade Malherbe de Caen, qui a des ambitions très élevées chaque année, de toute façon. Ouais, bien sûr, on s'en cache pas. Le projet, c'est vraiment de remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible. Donc cette année, voilà, on a raté un peu les barrages de peu. Donc on espère que ce sera l'année prochaine. Mais c'est vrai que plus on reste en Ligue 2, plus la Ligue 2 devient un très bon championnat. Oui. Donc ça va être compliqué chaque année. Bah, surtout que le championnat de France en Ligue 1 est passé de 20 à 18 clubs. Donc forcément, la Ligue 2 est beaucoup plus compliquée. Et quand on voit Saint-Etienne qui a réussi à monter, c'est sûr qu'on se dit que de toute façon, il y a forcément des possibilités, même s'il y a les barrages, etc. Et puis même les barrages, ça peut être compliqué parce qu'on dit qu'il n'y a que les 2 premiers qui montent, mais ça offre la possibilité quand même au 5e et au 6e de... Ça donne une chance énorme. Oui. Même si c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de matchs avant d'y arriver, mais c'est vrai que Exactement. Ça laisse beaucoup plus de chance, oui. Voilà, bah écoute, en tout cas, quel a été le moment, disons, le plus mémorable de ta carrière jusqu'à présent? C'est le retour quand je joue contre Montpellier Ouais, et que je marque le doublé. le doublé, Ouais. exactement. C'est J'allais t'en vraiment- parler, c'est ce que ouais. j'avais noté. C'est le meilleur souvenir parce que à la fois sportivement c'est beau, tu es en Ligue 1, tu mets un doublé, mais moi c'était le tout en fait, c'était que je revenais de blessure, Ouais, je revenais de 17 mois sans jouer. exactement. Là le coach il me fait confiance, il me fait jouer. J'avais toute ma famille dans les tribunes et c'est vrai que là quand tu reviens et tu mets un doublé, ouais, tu te dis tu étais récompensé de tous les efforts que tu as fournis. Exactement. Et puis le scénario du match, finalement. Oui, en plus Le de scénario, tout ça, il y avait tout, c'est vrai, il y avait tout qui allait. Il y avait tout. Ouais, exactement. Pour ceux qui savent pas, tu t'es blessé, tu as eu une fracture, c'est ça? Ouais, fracture Une- tibia, ouais. Ouais, une fracture tibia qui t'a éloigné des terrains pendant plus de 500 jours, j'ai noté. Ouais, c'est Plus de énorme. 500 jours. Et à force de travail, tu reviens dans le groupe. Nice-Montpellier, ça se joue en février 2017.
Et j'étais au stade et Montpellier menait 1-0 et Mika rentre à l'heure de jeu. Et il vient de vous le dire, quoi. Il met un doublé pour son retour après 17 mois d'absence et ça lui permet d'avoir justement ce moment incroyable. Et surtout, nous, dans le stade, on était vraiment avec lui. Je pense qu'il a dû sentir vibrer. Enfin, on était tous comme des fous, comme des oufs. Ouais, et on gagne 2-1, quoi. C'était assez incroyable. Et puis, on passe devant Paris, si je dis pas de bêtises, en championnat. Oui, parce que c'était une grosse saison aussi, celle-là. Et on repasse premier, si je dis pas de bêtises. Ça a vérifié, mais je crois que ça se finit comme ça. C'est possible, parce que c'était une très grosse saison qu'on avait faite. Et après, donc j'avais marqué s'il y avait un match qui te tenait plus ou moins à cœur, mais je pense que c'est celui-ci. Ouais, complètement. Et moi, j'avais noté un match également, parce que malheureusement, à Nice, tu as fait un peu plus de 3 saisons. Mais voilà, chaque saison, effectivement, tu as eu aussi une deuxième grosse blessure qui t'a un petit peu handicapé, qui a pas permis de jouer autant que tu le souhaitais. Et moi, j'avais un match aussi, je pense, qui m'a marqué, peut-être par rapport au nombre de buts, mais c'était en 2015, je crois que c'était les débuts. Toi, tu venais d'arriver, et c'était contre Bordeaux. Bordeaux, ouais. Contre Bordeaux. Ouais, si, il y a plusieurs matchs en fait qui sont mémorables, mais c'est vrai, celui de Montpellier est plus parce que comme je t'ai dit, c'est l'aboutissement, c'est le retour. Mais c'est vrai que contre Bordeaux, c'était magnifique aussi, parce que c'était mon premier match titulaire en Ligue 1. C'est ça. Tu joues à côté de Germain, qu'on suivait sa carrière. Tu joues devant Ben Arfa, où tu le prenais à la play, tu vois. C'est vrai que... et puis c'est surtout, voilà, comme je l'ai dit, le premier match titulaire en Ligue 1. Moi, je suis de Fréjus, donc la famille qui est dans les tribunes. Voilà, c'était vraiment... Et puis tout se passe bien, puisque je marque, je fais marquer, on gagne. Donc, un but, une passe décisive justement pour Ben Arfa. C'est ça. Et puis grosse victoire, 6-1. Donc ouais, voilà, c'est un match aussi qui m'a marqué, que j'ai regardé, j'étais au stade et d'avoir vu que c'était justement ton premier match en tant que titulaire, je voulais t'en parler. Donc voilà, après voilà, il y a Nice et puis il y a aussi les autres clubs. Mais je voulais justement te demander par rapport justement à ces blessures et à ces réussites, à tous ces buts que tu as mis, parce que je l'ai quand même noté. Je t'ai fait un petit récap. T'as marqué 91 buts en pro. Ça veut dire qu'on n'est pas loin des 100 finalement. On n'est pas loin. Est-ce que tu y as déjà pensé ou pas? Ouais, j'y ai pensé. Je sais combien j'ai... Enfin, je savais à peu près en Ligue 2. Mais cumulé, c'est vrai que je les avais pas. Voilà, moi j'ai noté en pro pour que ce soit un chiffre un peu plus gros. 91. 91. En comptant la Ligue 2 et les matchs en Ligue 1 avec Nice. J'espère les faire cette année-là, ce serait très bien. Ouais, ce serait parfait. Ce serait magnifique. Voilà. Et j'ai noté justement avec tes 91 buts, t'as fait 20 passes D. Ce qui fait que, alors ça c'est une stat, je sais pas, je pense pas que tu l'aies calculé, mais moi je te le dis parce que je l'ai fait. C'est-à-dire que par rapport à ton nombre de matchs, t'as été décisif dans 33% de tes matchs. Pour quelqu'un qui a 15 ans de carrière finalement, et avec voilà, tout ce qui t'est arrivé, c'est quand même un bon ratio ça. Ouais, on peut toujours plus. On peut toujours plus, j'imagine. On peut toujours plus. Non, mais c'est bien, c'est vrai qu'on va pas cracher dessus. C'est très bien, ça reste quand même une belle carrière, mais surtout, avec ce que tu dis, surtout d'où je reviens, c'est très bien. Ouais, je comprends. Et justement, comment tu as évolué en fait au fil des années en tant que joueur? Est-ce qu'il y a des choses que tu as modifiées? Comment tu as vu ton évolution? Ouais, t'évolues parce que t'apprends tous les jours. C'est vrai que maintenant j'ai l'âge de le dire, mais c'est vrai que quand j'écoutais les anciens qui me disaient fais attention, ça passe vite, je me disais ouais, ça c'est des phrases de vieux qui... Et en fait c'est exactement ça, c'est vraiment ça, la carrière passe très très vite, donc faut être à l'écoute de son corps dans tout. Il faut modifier forcément l'hygiène de vie, et moi par rapport à mes blessures j'ai dû modifier mon style de jeu, donc tu es obligé de t'adapter. Et je pense qu'un bon footballeur, c'est celui qui s'adapte le plus vite possible et le mieux surtout. Ouais, mais c'est justement pour ça. Tu disais, tu as dû changer un petit peu ta façon de jouer. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est ton poste de prédilection? Au début, je suppose que c'était vraiment attaquant, buteur. J'ai vu que cette saison, c'était pas trop le cas. Tu étais plus vraiment derrière l'attaquant. Quel est ton poste aujourd'hui? Et comment il a évolué justement à cause de toutes ces blessures? Non, moi je pense que je suis le plus performant en tant que numéro 9. Après, il y a des coachs qui aiment bien que le numéro 9 reste devant le but, dans la surface.
Et moi, c'est vrai que j'aime me balader à droite à gauche, toucher le ballon. Donc, des fois, ça a été source de conflit avec certains coachs. mais voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que là, nous, cette année, on avait un superbe attaquant qui est Alex Mendy, qui a terminé meilleur buteur de Ligue 2 d'ailleurs. Et tu as joué avec lui à l'époque. Et parce que je me souviens, c'est pour ça que je parlais de Nice-Bordeaux. Il a joué aussi, il est rentré, il a marqué. Donc, ça devait faire plaisir de le retrouver. Ouais, bien sûr, ouais, Alex, c'est un superbe attaquant et tout. Donc, franchement, non, c'était notre titulaire. Donc, forcément, si je voulais jouer, il fallait s'adapter à un autre poste. Le coach m'a mis 10 à pas mal de matchs. Et moi, je touchais le ballon, ça me plaisait. Donc, ça allait. On s'adapte. Parce que finalement, le plus important, c'est au-delà des stats de buts et de passes, c'est de pouvoir jouer, être sur le terrain. C'est de jouer, c'est le plus important. Franchement, ça, je le savais dès le départ de ma carrière. Moi, j'ai commencé le premier match professionnel titulaire, je joue latéral droit. J'étais en CFA, j'étais attaquant. Je suis monté avec les pros, il m'a mis ailier droit. Et le coach, il me dit, moi, je te vois bien latéral, prendre tout le couloir. Et en fait, notre latéral droit titulaire se blesse. Et il me dit, demain, tu vas démarrer arrière droit. Donc, moi, ça me plaisait pas du tout. Mais comme tu dis, le plus important, c'est de jouer. Donc, ça, je l'avais compris très, très tôt. Ben, bien sûr. Donc, quels sont les aspects sur lesquels tu as le plus travaillé, justement? Tu disais que tu as dû vraiment modifier ton jeu. C'est vraiment sur quoi tu as dû travailler le plus? Moi, après les blessures, j'avais perdu énormément en vivacité. Donc, c'est vrai que c'est là que avant j'aimais bien prendre le ballon, percuter. Et en fait, quand tu reviens de blessure, bah, tu te rends compte que tu n'es plus aussi vif, tu ne retournes plus aussi rapidement, tu fais plus la différence. Donc, tu t'adaptes. Donc là, c'est vrai que j'étais devenu un vrai numéro 9, entre guillemets, à point d'appui, voilà, qui gardait un peu les ballons devant, quoi. Tu faisais très aigué. Ouais, voilà. En moins bien, forcément. Mais voilà, c'était un peu ce style-là, alors qu'avant, c'était, voilà, j'aimais bien aller à droite, à gauche. Ouais. Chose que je retrouve petit à petit. Et ce qui s'est passé à Auxerre, c'est ma deuxième année où je termine deuxième meilleur buteur. Voilà, on s'embrouillait pas mal avec le coach Furlan parce qu'il voulait que je reste dans la surface, mais c'est vrai que moi j'aimais bien aller à droite, à gauche. Un peu décroché, effectivement. C'est ça, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'après les blessures, les années qui suivaient, j'ai dû vraiment m'adapter par rapport à ce style de jeu. Voilà, et justement, comment tu gères ces périodes de moins bonne forme? Parce que dans une saison, il y a des moments avec, des moments vraiment sans. Même physiquement, comment tu arrives en tant que joueur à gérer tout ça? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Comment ça se passe? Il faut l'accepter. En fait, le souci du foot maintenant, c'est quand tout va bien, tu as envie de rien changer. Et quand tout va mal, tu veux tout changer. Alors que des fois, c'est juste des mauvaises périodes. C'est juste... C'est comme dans une entreprise un petit peu en France, en fait. Hein. Exactement. Tu changes rien, mais par contre, compliqué, dès que ça va pas, c'est ça, en fait. Tout va mal, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, j'ai toujours brillé grâce à l'équipe. J'ai jamais été un joueur qui brille. Toi, par exemple, Mbappé, si le jour bon, plus maintenant Paris, mais voilà, quand Paris était pas bien, Mbappé pouvait être au-dessus. Moi, non. Moi, je brille vraiment par l'intermédiaire des collègues. Donc, t'as besoin d'eux, en fait. Donc, tu sais que quand l'équipe va mal, toi, t'essayes de tirer un peu ton épingle du jeu. Mais voilà, tu paniques pas pour autant. Ok. Après, je suppose qu'avec l'âge, en plus, ça te permet, toi, de prendre beaucoup plus de place. On l'a vu cette saison, t'avais beaucoup plus de voix. Sur le terrain, en plus, t'as beaucoup plus d'expérience que certains. Donc, cette période de moins bonne forme, tu dois leur expliquer aux autres et tu dois aussi leur donner la voix, sachant que, comme tu dis, toi, tu prônes le collectif. Sur le terrain, il faut que tu montres que tu es performant et tu boostes tout le monde avec ton expérience maintenant. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu relativises beaucoup plus. Et puis, tu comprends ce que c'est le football. T'as un match, tu vas pouvoir dominer 90 minutes et pas marquer. Et t'as le match suivant, tu vas prendre le bouillon tout le match, tu vas avoir une occasion, tu vas marquer. Alors que t'as fait un meilleur match la semaine d'avant, tu vois. Bien sûr. Donc, tu relativises, en fait. T'as des joueurs avec, t'as des joueurs sans. Voilà, maintenant le bon footballeur et le vrai footballeur, c'est celui qui est le plus constant possible et le plus performant forcément. Parce que chaque saison, je suppose que comme toute entreprise, on en demande toujours plus vite, toujours
à fond. Et puis maintenant, il y a les jeunes qui arrivent de plus en plus, surtout. Et là, tu le ressens maintenant? Et là, ouais. Surtout maintenant. Avant, c'était un bon jeune, ça avait peut-être 22, 23. Maintenant, ils ont 18 ans et ils sont capables de jouer déjà titulaires. Donc, c'est vrai que Ouais, c'est vrai. c'est comme ça, c'est le foot et c'est bien. Mais c'est ça. Et du coup, à quoi ressemble une journée typique pour toi, en fait, en tant que footballeur? C'est-à-dire de l'entraînement à la récupération, comment ça se passe? Alors, nous, souvent, c'est un entraînement par jour. Donc, c'est souvent le matin. Donc, on se lève. On se lève aux alentours de 7h30. Soit tu déjeunes chez toi, soit des fois, ça dépend du club. Il y a des clubs qui imposent le petit déjeuner. Donc, D'accord. quand tu déjeunes, c'est avec l'équipe. Donc, on va dire rendez-vous 8h30. On déjeune tous ensemble. Et après, on a 1 heure et demie de soins, de travail, t'es en salle, tu vois. Chacun a sa petite fiche perso et c'est du travail individuel. D'accord. Donc, tu travailles, on appelle ça aussi l'activation, le pré-échauffement. Et après, tu rendez-vous au vestiaire, le coach parle. Et après, tu t'entraînes 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, des fois, c'est plus quand le coach n'est pas content. Donc, voilà, ça dépend. Et puis après, quand tu termines, forcément, t'as les soins. On a vraiment tout le monde à disposition. Et puis, voilà, il y a aussi le bain froid, le sauna. Voilà, il y a toutes les choses pour récupérer. D'accord. Donc ça vous prend quand même une grosse demi-journée, voire plus finalement. Ouais, tu rentres chez toi souvent à 13h. D'accord. 13h, voilà, quand tu restes, des fois, à midi, t'es chez toi, mais Oui. moi avec mes blessures, j'ai pas mal besoin de soins quand même, voilà, pour la récup, donc à 13h, je suis chez moi, ouais. Et après, voilà, moi, il y en a qui font, il y en a qui font pas, mais on est quand même 80%, je pense, à le faire, la sieste, donc voilà, une bonne heure de sieste, et puis après, tu profites comme tu peux. Quand t'as la famille, t'as les enfants, tu vas les chercher à l'école. Bah, tu viens un petit peu de répondre à ma question, c'est-à-dire que j'allais te demander comment tu arrives à maintenir ta forme physique et mentale. Et tu viens de me dire que justement, les soins, la récupération, la sieste pour le physique. Et puis pour le mental, je pense que toi, c'est tout ce qui est en dehors, justement, les amis, la famille, justement, ce temps libre qui te permet d'évacuer et après d'être beaucoup mieux, encore mieux le lendemain à l'entraînement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que chaque joueur est différent. J'ai connu des joueurs qui étaient vraiment très professionnels de A à Z. J'ai connu des joueurs où on se dit, mais lui, c'est pas possible, il est amateur, tu vois. Et en fait, ouais, chacun a besoin, chacun sait de ce qu'il a besoin. Donc, comme je dis, chaque joueur est différent. Il y en a, ils vont préférer rester à la maison pour bien se reposer. Il y en a qui vont aller marcher. Il y en a qui vont refaire une séance de muscu l'après-midi. Vraiment, chaque personne est différente. D'accord, ok. Et c'est pour ça que comment toi, tu arrives à concilier ta vie pro et ta vie perso? Parce que finalement, là, en t'écoutant, on se dit, bah, c'est cool, on va au travail à 8h30, à midi, on est chez soi. Mais en même temps, les veilles de match, tu dois préparer. Les week-ends, t'es jamais là. Comment tu arrives à concilier justement cette vie pro et perso, sachant qu'en plus, tu peux changer justement de club, Sedan, Le Havre, Nice, Auxerre. C'est à rien à voir à chaque fois, c'est jamais dans les mêmes coins. Comment tu y arrives? Moi, déjà, j'ai eu la chance, j'ai rencontré ma femme, j'avais 17 ans. Donc, j'étais à Saint-Raphaël, j'étais pas parti encore dans le foot, j'étais en CAP plomberie. Donc, donc, en fait, si tu veux, elle m'a connu au tout départ. Donc, elle a su s'adapter aussi comme moi. C'était nouveau pour nous, mais ce que je veux dire, c'était pas un changement non plus radical. Donc, le changement le plus dur pour elle, ça a été de quitter Fréjus pour venir à Sedan. Ça, c'était la première fois que... Pour toi, quoique non, toi, t'étais un peu de Bretagne, donc moi, tu savais un petit peu. Mais... Et puis moi, c'était pour le foot, donc moi, tu pouvais m'emmener n'importe où. Je jouais au foot, au final, j'étais heureux. Mais c'est vrai que pour elle, c'était compliqué. On avait 17 ans à l'époque, donc quitter sa famille, ses amis, c'était compliqué. Et après, après, on a toujours su s'adapter. Et puis après, quand on a eu nos enfants, tu sais, ta vie, en fait, elle est en fonction aussi du travail. Donc... voilà, nous les enfants, ils se couchaient tôt. La nuit, c'était souvent ma femme qui se levait du coup, ou alors moi, début de semaine. Plus on était loin du match, plus je m'en occupais, mais plus on se rapprochait du match, plus c'est elle qui prenait le relais. Donc, non, sur ça, nous, voilà, j'ai une famille vraiment qui est au top, qui m'a vraiment aidé à être à 100% vraiment au maximum de mes capacités, on va dire. Ok, et c'est d'ailleurs aussi important, parce que du coup, on parle de vie de famille, des enfants, et moi qui ai un fils, je sais ce que c'est, je sais que ça peut être compliqué. Tu changes de club en cours d'année, etc. Tu sais pas forcément comment ça peut se passer. Comme par exemple, de Nice à Auxerre, t'es parti en l'hiver, il me semble.
Non, je suis parti Non le dernier jour. Ah oui, le dernier jour du mercato. Ouais. Mais pour le coup, au dernier moment, ouais. tu pars au dernier moment, ça se prépare, il y a l'école, donc ça va être compliqué. Je suppose que tu pars d'abord tout seul avant que tout soit mis en place. L'école, je sais pas si ils sont obligés de rester 1 an, quand est-ce qu'ils reviennent. Et j'imagine que ça c'est particulier. Est-ce que toi, tu as réussi à faire justement ce qu'il fallait? Est-ce que les clubs t'aident à ce niveau-là? Les clubs font tout. Donc après, je te cache pas que le transfert Le Havre-Nice, c'était le plus facile. Parce que quand tu vas en Ligue 1, tu vas en courant. Mais non, les clubs vraiment se chargent de tout, tu vois. Ils te prennent l'hôtel, ils te cherchent une maison. Tu demandes les chambres que tu veux. Tu demandes si tu veux une grande maison, un appart, piscine, pas piscine, tu vois. Oui. Tu donnes le loyer que tu veux mettre. Et puis c'est eux qui s'occupent de tout. Et après, pour les enfants, moi j'ai eu la chance qu'ils étaient toujours jeunes. Donc c'est plus facile de les enlever à cet âge-là, tu vois, Bien sûr. quand ils commencent à grandir, quoi. Oui. Et aujourd'hui, ils sont avec toi. Tout le monde est à Caen? Non, cette année, non. Là, ils me rejoignent au mois de juillet, mais D'accord. là, on a fait 1 an, parce que j'ai créé mon entreprise, moi, à Dijon, il y a 2 ans et demi, 3 ans, une école de commerce. Et du coup, on a préféré que ma femme reste un peu dans l'entreprise avant de partir, parce que ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Donc, on voulait être sûr quand même que l'entreprise soit saine avant qu'elle parte. Voilà. Ok. Et quels sont justement tes objectifs à toi dans le futur proche, au niveau football? Comment tu vois le futur? Du coup, maintenant, c'est d'atteindre les 100 buts. Ouais. Grâce à toi. Je vais regarder. D'atteindre les 100 buts, ce serait beau. Et après, c'est jouer au foot le plus longtemps possible jusqu'à que le corps puisse, tout simplement. Ok. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus dans la vie. Donc c'est vraiment le foot, c'est tout pour moi. Donc si je peux jouer le plus longtemps possible, c'est ce que je ferai. Ok. Et est-ce que tu te vois rester en France ou une expérience à l'étranger te tenterait là justement en ce moment? Écoute, tous les ans on se posait la question, on s'est toujours dit c'est peut-être le moment, et puis au final quand t'as l'offre, tu réfléchis différemment. Ouais. Et malheureusement j'ai eu les offres au mauvais moment à chaque fois. Ma femme une fois était enceinte, une fois j'ai créé l'entreprise, une autre fois elle était enceinte. Une autre fois, problème de santé dans ma famille. Donc, vraiment, ça, ce sera peut-être un regret à la fin de la carrière si je pars pas à l'étranger. Mais bon, pour le moment, il me reste 1 an avec Caen. Je suis très bien à Caen. Ouais. Donc, voilà. Et puis après, je suis maintenant à un âge où ça va être compliqué de partir. Mais voilà, là, on est très bien à Caen, en tout cas. T'as des destinations que t'avais envie de faire? Alors attention, j'imagine que tout joueur adorerait faire de la première ligue ou quoi que ce soit, mais est-ce que t'avais vraiment une destination qui te plaisait plus qu'une autre? Ouais, l'Angleterre, je pense que l'Angleterre m'attirait plus, ouais. L'Angleterre, j'avais failli signer à Brighton à l'époque. Oui. Et au final, le transfert s'était pas fait avec Le Havre. Et donc, du coup, j'étais parti à Nice 6 mois après, donc sans regret. Mais c'est vrai que l'Angleterre, j'aurais bien aimé. Et après, il y a pas mal de pays, l'Espagne, je pense que c'est des bons. Je suis un joueur en fait qui regarde pas le foot à la télé, donc je connais pas non plus les championnats. Je connais pas non plus vraiment les championnats qui jouent au football, qui sont plus physiques. Bon, l'Angleterre, forcément, on tombe sur les matchs, donc on connaît, mais voilà. Mais c'est vrai que des championnats, j'aurais bien aimé goûter autre chose que la France. Ok. Pas de regret, comme tu disais, de toute façon, parce que tu as pris les décisions. C'est là où c'est important, c'est que t'as jamais pris vraiment une décision tout seul sans y réfléchir. T'as toujours eu besoin de ta famille et de tes amis pour prendre les bonnes décisions à chaque fois. Ouais, exactement. Et puis comme je te dis, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aide énormément. Donc ma femme, son discours, ça a toujours été « nous, on te suit ». N'importe où, on te suit. Donc c'est vrai qu'on la prenait quand même ensemble. Mais quand elle te dit cette phrase-là, déjà, ça te soulage plus. Parce que du coup, tu choisis plus tranquillement. Et après, j'ai toujours essayé de faire le meilleur choix, que ce soit pour moi, pour le football et pour ma famille. Bon, super. On va essayer de parler maintenant, je vais essayer de rentrer un peu dans le détail du métier de footballeur, vraiment en tant que footballeur. Quelles sont pour toi, dans l'aspect technique et physique, quelles sont les compétences essentielles pour réussir en tant que footballeur pro ? Est-ce que tu sais vraiment oui, tu le sais parce que maintenant, avec ton expérience, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire et surtout des choses qu'il ne faut pas faire justement pour pouvoir l'être ? Je pense déjà il y a un facteur chance énorme déjà pour réussir. Parce que moi, j'ai connu des joueurs qui étaient plus mauvais que moi, qui jouent plus haut que moi.
mais j'ai connu des joueurs aussi qui étaient meilleurs que moi, qui n'ont jamais signé pro. Donc il y a ce côté chance où tu brilles le jour où quelqu'un te regarde, ou Évidemment. voilà, quand le coach te fait confiance et que tu brilles, tu vois, tu marques des points, alors que des fois tu as un coach qui te fait confiance et là tu te rates, on va dire ouais, il est pas prêt, ou il a eu sa chance, tant pis pour lui, voilà. Donc il y a un facteur chance quand même énorme, parce que on sait bien qu'être performant, des fois il y a aussi ce côté chance, ce côté donc ça joue. Et après, il y a énormément de mental. C'est ce que j'allais dire. Le mental doit énormément jouer. Le foot, mentalement, c'est vraiment quelque chose de très important. Très, très important, ouais. Ok. Et j'imagine aussi que tout ce qui est le repos, tu viens d'en parler, et la nutrition, c'est peut-être quelque chose qui est hyper important dans ton métier de sportif de haut niveau. Comment tu arrives à gérer ça? Ouais, en fait, c'est ça. Il y a des joueurs qui mangent n'importe quoi, qui prennent pas de poids. Moi, je regarde un burger, je vais prendre du poids, tu vois. Donc c'est vrai, moi, toute ma carrière, j'ai dû vraiment me battre contre le poids, faire vraiment très attention. Voilà, j'ai toujours quelqu'un qui me suit, un nutritionniste, vraiment pour faire attention. Et après, je te dis, il y a des gens. Moi, je traînais énormément avec Pierre Lesmelou, qui a une très bonne hygiène de vie, hein, mais quand il se lâche, qu'il mange à côté, il prend pas un gramme. Donc. Ouais, mais voilà, j'ai un pote, c'est pareil. Voilà. Il peut manger 2 pizzas, il va rien prendre. Moi, ça. comme tu dis, rien que de la regarder déjà, j'en prends 10. Exactement. C'est comme ça. C'est la morphologie. Ouais. C'est comme ça. Donc, quand on le sait, c'est bon. On sait qu'il faut faire attention. Et puis voilà. Mais c'est vrai que des fois, tu as envie de te faire plaisir et faut le faire quand même, voilà, pas très très souvent. Et justement, pendant les vacances, est-ce que tu es toujours suivi? Comment ça se passe justement pendant ton mois? Parce que là, autant l'hiver, c'est une dizaine de jours, je suppose, de coupure, mais l'été, c'est souvent un mois et demi. Comment justement tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu es toujours suivi ou pas? Ouais, moi je coupe, on va dire 10 jours. 10 jours, les 10 premiers jours, je coupe vraiment. Ok. Où je fais pas de sport, je fais rien, je suis avec mes enfants, ma femme. Là, on est parti à l'étranger et puis voilà, tu calcules pas trop ce que tu manges. Tu prends du plaisir. Ouais. Voilà, après, c'est sûr que tu manges pas fast-food midi et soir, mais voilà, c'est vrai que tu calcules pas, tu te pèses pas, tu calcules pas. Et après, quand je rentre en France. Moi, j'aime bien rentrer du côté de Fréjus parce que je sais que voilà, j'ai mon meilleur pote qui est coach sportif, donc on travaille ensemble. Je sais que j'aime bien courir aussi, et moi, de toute manière, je suis obligé. Mais voilà, après, petit à petit, tu vois, là, voilà, t'arrêtes les barbecues, tu vois. C'est ça. Et puis, je suppose que de toute façon, les clubs, ils vous lâchent pas comme ça, ils vous laissent pas à l'abandon pendant un mois et demi. Je suppose que tu as un programme collectif et un programme individualisé, je suppose. Exactement. Au niveau poids, ils peuvent pas gérer à distance. Mais par contre, quand tu rentres, premier jour, il y a la pesée. Oui, ils te préviennent en disant quand tu arrives, il faudrait que tu sois à ce poids-là. Exactement, là, on sait déjà notre poids avant de partir. Et tu sais que c'est une amende si tu dépasses le poids quand tu reviens. Mais c'est normal aussi, parce que quand tu reviens, c'est toute la préparation pour toute la saison. Donc, si tu reviens avec des kilos en trop, tu vas mettre du temps à repréparer. C'est de la perte de temps, en fait. Donc, c'est pour ça, moi, je te dis, toujours maintenant, les 10 premiers jours, je me lâche. Et après, petit à petit, tu vois, t'arrêtes de mal manger. Après, t'arrêtes les mauvaises boissons, t'arrêtes les sorties. Et après, moi, souvent, c'est les 10 derniers jours, 2 dernières semaines où là, je sors plus, je mange plus mal. Et voilà, je me prépare, je cours tous les matins. Et voilà, tu repars focus. Ouais. Focus mental, justement. Et quels sont justement les sacrifices que tu as dû faire pour atteindre ce niveau? D'ailleurs, est-ce que tu as dû en faire et quels sont ces justement sacrifices? Alors, t'en fais forcément, mais moi, je suis pas non plus le joueur qui en ait fait le plus. D'accord. Moi, j'ai gardé cette mentalité un peu amateur. Donc, c'est vrai que j'aime bien m'amuser avec les potes et tout. Mais forcément, t'en fais quand t'es en pleine saison. Par exemple, tu joues un samedi et puis un vendredi soir, t'as un anniversaire d'un collègue. Tu sais que tu peux pas y aller parce que ça va au resto, ça va se coucher tard, donc c'est des choses que tu peux pas. Donc ça, c'est des sacrifices. Après, c'est la distance aussi. La distance, quand toi, tu te retrouves
à Sedan par exemple ou à Auxerre et tous tes potes sont à Fréjus, voilà, ce sont des sacrifices. Voilà. Et t'as le groupe WhatsApp qui parle et toi t'es Exactement, ailleurs exactement. et tu suis à distance quoi. T'es le soir tranquille dans ton canapé, tu vois les stories, ils sont tous ensemble en train de faire un foot ou être sortis. Forcément, oui, ce sont des sacrifices, mais après le jeu en veut tellement la chandelle, comme on dit, exactement. Que voilà. Et, c'est pas... et dans ce métier, qu'est-ce que tu penses que tu vas le moins regretter quand tu auras fait le bilan sur tout ça? Quand tu auras arrêté, tu te diras, ça me fait plaisir de... je pense la mentalité des gens, je pense. Ah ouais? Ouais. La mentalité la critique, on va dire. Alors justement, tu lis dans mes pensées parce que c'était un petit peu la suite. C'est-à-dire que en parlant d'aspect mental et émotionnel, je voulais te demander comment tu arrives à gérer la critique en fait autour de toi. Ça peut être des supporters, des médias. Comment vous arrivez en tant que footballeur à gérer ça? Moi, au début, c'était compliqué parce que j'avais pas ce recul. Si tu veux, en fait, je comprenais pas comment on peut critiquer un joueur, sachant que ceux qui critiquent souvent, c'est ceux qui aimeraient être à notre place, en fait. Évidemment. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal. Donc, au début, je répondais. Chaque insulte, chaque commentaire, je répondais. Et après, plus tu grandis, plus tu te dis ça sert à rien. Ce sont des gens qui sont derrière leur ordinateur. Puis au final, tu comprends que la vie est comme ça, que l'être humain est comme ça en fait. On critique tout, on n'est jamais content. Tu vois, c'est... Donc non, maintenant, pour te dire, j'ai un groupe WhatsApp avec mes potes. Et dès que eux ils voient une connerie ou moi je vois une connerie, on screen et on se l'envoie et on dit celle-là elle est pas mal celle-là. Tu vois. Donc c'est vrai que voilà, maintenant non, moi je prends énormément ça à la plaisanterie, mais voilà, c'est ce qui va moins le manquer en fait, c'est parce que ça me dérange. Ce qui me dérange dans le foot, c'est que quand tout va bien, je te dis t'es le meilleur. Bien sûr. Et quand tout va mal, c'est faut qu'il dégage, faut qu'il arrête de jouer, il est vieux, il est gros, c'est... Mais ça, c'est un peu les supporters, en plus avec les réseaux sociaux, qui pensent que tout leur est acquis. C'est exactement ça. Et attention, moi je suis le premier, des fois dans les stades, à gueuler comme tout le monde et tout, mais en fait, on a tous envie d'être à votre place. Et il y en a ensuite qui sont pas supporters et qui vont t'insulter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont parié. Donc je suppose que tu dois avoir tellement de messages là-dessus en disant j'ai parié sur toi, t'as pas marqué, qu'est-ce que t'as foutu? Tu vois, c'est ce que je dis à mes potes, en fait. Ce que je comprends pas, c'est que tu peux... Moi, des fois, je regarde le match de la Champions League, je dis qu'est-ce qu'il me rate? Tu peux mais bien sûr. Forcément, c'est archi facile sur le canapé, dans les tribunes. Mais évidemment. Donc moi le premier. Mais ce que je comprends pas, c'est de là à aller sur le réseau du mec, à prendre le temps, écrire, ou aller sur un groupe pour critiquer lui. C'est ça que j'ai du mal. Okay. Ça. Après, je comprends. Et ça fait partie du métier aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est la chose qui va le moins me manquer. Ouais, j'imagine. Et les critiques des médias, parce que ça, c'est autre chose aussi. Parce qu'on a les supporters qui sont à fond, et il y en a certains, on peut se dire, c'est normal, il y en a qui vivent que pour ça. Et des fois, il y a des médias qui vont peut-être, même des journalistes, te poser des questions, mais tu sens aussi que les questions, elles ont déjà une connotation un peu négative qui va faire que dès le départ, ta réponse, elle est un peu guidée et ça plaît pas. Comment ça se passe justement avec tous ces médias, la télé, les gens qui débriefent, qui pensent être... Ça peut être des anciens joueurs, des fois des journalistes. J'imagine que ça peut être compliqué aussi de gérer ça. Ouais, après, eux, tu sais que c'est leur métier. Tu sais qu'ils doivent écrire quelque chose. Ouais. Le souci, c'est que les gens les écoutent. Et des fois, ce qui est écrit, c'est pas tout le temps la vérité. C'est ça en fait le souci du truc. Après maintenant je te dis c'est que ça fait partie du métier. Moi à mon petit niveau ça m'embêtait déjà des fois, mais quand je vois Mbappé tu vois lui, ça fait 3 ans il doit partir, il doit faire ci, il doit faire ça doit être insupportable. Lui ça fait 8 ans qu'il y a 12 articles par jour qui sortent sur lui. Exactement, donc tu vois lui ça doit être vraiment lui il te répondra mieux que moi si t'arrives à l'inviter un jour. Je lui enverrai l'interview et on le fera. J'irai à Madrid. Mais moi à ma petite échelle je peux pas te dire encore que ça m'a pas affecté ou ça m'a pas... C'est gênant parce que tu sais que c'est dans le journal, tu sais que c'est dans les articles, tu sais que les gens vont lire ça. Oui. Donc mais après c'est... Malheureusement, toi, faut que tu fasses taire tout le monde sur le terrain. Et quand ça se passe bien, tant mieux. Quand t'arrives pas sur le terrain, c'est plus compliqué parce que ça donne raison à ces gens qui parlent mal, entre guillemets. Ouais, après, le but, c'est aussi, justement, avec cet aspect mental, à arriver à faire la part des choses pour pouvoir être le meilleur sur le terrain.
et avoir la confiance certainement du coach qui, même si tu as des périodes de moins bien, tu vas pouvoir aller jouer et faire tes stats finalement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est ça. Il y a que le terrain qui parle. Mais malheureusement, maintenant, je trouve qu'on donne trop, pas de pouvoir, mais trop d'écoute à certains gens. C'est je ça vois qui très me bien ce que dérange, tu veux tu dire. vois. C'est que, par exemple, Mbappé, tu vois, ça a été le meilleur joueur à Paris pendant je sais pas combien de temps. Oui. Et au final, là, ça fait des mois et des mois qu'il est critiqué, alors que t'enlèves Mbappé à Paris. Bah, c'est exactement ça. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas si tu as vu la semaine dernière en conférence de presse, c'était Griezmann. Et le journaliste, il lui dit, avec Mbappé qui a fait une saison plutôt moyenne, comment tu vois la chose dans le futur avec lui pendant l'Euro? Et Griezmann, il lui fait, non mais attendez, combien il a marqué de buts, je crois? Il en a marqué quoi, toute compétition fondue? Il en a marqué quoi, 40? Et vous pensez qu'il a fait une mauvaise saison? Les gars, franchement, comme ça, il a fait les gars, arrêtez quoi. Mais je suis entièrement Arrêtez. d'accord. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et t'as ça, tu rajoutes les supporters qui limite disent, allez, casse-toi, on n'a plus besoin de toi. Mais ils oublient vite. Et c'est ce qui est dommage dans le foot. Ouais, je comprends. Comprends. Et on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ce qui concerne vraiment la vie de groupe. Je voulais savoir un petit peu au niveau de l'entraîneur, parce que tu as connu beaucoup d'entraîneurs. Comment un entraîneur, en fait, influence-t-il ton jeu et votre jeu de collectif, en fait? Est-ce que tu vois vraiment des différences? Comment il arrive justement à faire en sorte que vous soyez meilleur ou des fois un peu moins bon parce que ton jeu ne correspond pas à ce que lui demande? Là, on va revenir sur le facteur chance que je te disais, tu vois, tu vois. C'est que, en fait, tu as un coach, ils ont chacun leur façon de jouer. Donc, t'en as qui vont préférer des joueurs qui vont dans la profondeur parce qu'ils aiment faire reculer l'équipe adverse. T'en as qui veulent jouer au ballon, t'en as qui veulent pas prendre de risques derrière. Donc, toi, le joueur, en fait, c'est à toi de t'adapter, tu vois. Bien sûr. C'est le coach, forcément, il a 11 joueurs, mais c'est à toi de t'adapter aussi à la façon de jouer au coach. Si tu t'adaptes pas, de toute manière, tu joueras pas. Si toi, tu veux décrocher alors que lui, il veut de la profondeur, ton coach, tu peux être zizou. Si tu décroches 10 fois, à un moment donné, tu vois, il va dire non, ça m'embête dans ce que je veux faire. Donc, il faut s'adapter tout simplement. Il faut s'adapter à ce qu'il te demande. Donc, pour ça, tu as des réunions au début de saison. Voilà, lui, il te dit la façon de jouer. Tu as des réunions, tu as des diaporamas, on fait des séances vidéo. Et puis voilà, tu t'adaptes tout simplement. Et après, lui, forcément, il a fait son recrutement aussi en fonction de son style de jeu. Bien sûr. Ok. Et quelle est l'importance d'un capitaine et d'un leader de vestiaire, en fait, au sein du groupe? Le capitaine est au-dessus des leaders, quand même. Les leaders, ils doivent quand même prendre la parole quand il faut, ils doivent parler, ils doivent montrer l'exemple. Mais le capitaine, c'est fort. Le capitaine, c'est celui qui représente l'équipe, en fait. Oui. Quand tout va mal, voilà, c'est lui qui doit dire stop, arrêtez de parler, tu vois, parce que des fois ça monte dans les vestiaires, tu vois, quand tu rentres à la mi-temps, t'as pris le bouillon, vous êtes 20 mecs, c'est normal, c'est quoi. ça, tu vois. Et puis même des fois tu t'entends pas avec un mec, tu pensais qu'il est parti en profondeur, donc tu perds le ballon, tu vois, donc tu dis ne pars pas, lui mais non, là je dois partir. Donc ça peut, le ton peut monter très très vite dans les. On peut être les meilleurs amis du monde. Exactement. Moi j'avais une équipe de foot pendant des années. Et on était à la base vraiment groupe de potes, vraiment groupe de meilleurs potes. On peut être les meilleurs amis du monde. Il y a un problème sur le terrain, ça peut partir dans tous les sens. Ah, mais le but du jeu, c'est justement qu'il y ait quelqu'un qui puisse calmer tout ça, apaiser la situation, et que justement à la fin du match, tu te dises bon bah c'était sur le terrain, on passe à autre chose. De toute façon, ça va aller quoi. On est potes, on passe au-dessus. C'est exactement ça, c'est ça. Et là, tu vois, donc le capitaine est là pour avoir ce rôle-là, tu vois. Et que tu sois pote ou pas pote, hein, d'ailleurs, hein, parce que dans un groupe de 20-25 joueurs, on n'est pas forcément tous meilleurs potes. Non, j'imagine. Mais tu sais que tu joues pour un seul club, tu joues pour une ville, tu joues pour les supporters, tu vois, tu joues pour tout le monde. Et tu joues avec cette personne-là. Donc même si tu l'aimes pas, bah, tu sais que déjà minimum pendant un an. C'est ça. Voilà, et toi, tu prônes le collectif, comme tu dis. C'est ça, en fait. Il faut pas, je te demande pas d'aller boire un coup avec lui, tu vois, le soir et tout, mais tu peux, voilà, à l'entraînement, moi j'ai connu des joueurs qui se sont jamais parlé à l'entraînement. Et pourtant, en match, voilà, on a l'impression l'autre perdait le ballon et lui, il faisait les efforts pour récupérer, voilà. Et ça, c'est le plus important dans un groupe. Et le capitaine est là pour faire le lien avec tout ça. Exactement. Je suppose aussi avec le coach, avec les dirigeants.
Comment ça se passe justement Ouais, c'est ça. si vous avez justement des revendications en quelque sorte, un message à faire passer, si vous n'avez pas envie de le faire en face à face, le capitaine est là aussi pour justement faire le lien, je suppose. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Des fois, on fait des réunions et le coach n'est pas là, c'est entre nous. Donc, des fois, le capitaine, voilà, on lui dit, voilà, nous, on a besoin de ça, voilà. Après, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des coachs qui étaient toujours ouverts. Donc, il n'y a jamais eu de souci. Mais c'est vrai que c'est le capitaine, oui, qui. C'est un peu, voilà, dès qu'il y a des mauvaises choses, on est fatigué, on veut du repos, va demander au coach s'il peut nous laisser libre. Hop, voilà, c'est lui qu'on envoie. Est-ce que tu as un capitaine, un joueur capitaine dans toutes les équipes pour lesquelles tu as joué, qui t'a marqué, qui a vraiment influé sur votre jeu? Dante. Ouais. Franchement, je te coupe de suite parce que c'est Dante. J'avais ça en tête, mais bon. C'est Dante. Dante, c'est pas le seul, parce que j'ai connu quand même des joueurs professionnels, mais lui, c'est vraiment le vrai professionnel. Lui, tu comprends pourquoi il a fait une carrière de fou, pourquoi il joue encore à son âge, pourquoi il est affûté, pourquoi il est encore performant. Lui, ouais, c'est un exemple. Est-ce que tu as vu que la Ligue 1 a décerné des awards, un petit peu des trophées? Ouais. Il a été élu là aujourd'hui taulier de la saison. Ouais. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais moi, c'est vraiment... Ouais, là, je me suis dit, ouais, c'est le haut niveau. Ça, il venait de... Ouais, tu te dis, il a joué à Munich, il était en sélection du Brésil. Il a gagné avec des champions. Ah ouais, franchement... Il a connu des hauts et des bas, parce que j'imagine que la demi-finale de Coupe du Monde, elle a dû lui faire du mal. Et là, je me suis rendu compte ce que c'était vraiment le haut niveau, ce que c'était le professionnalisme, et vraiment que ce soit sur le terrain ou en dehors. En dehors, le mec nickel, un vrai capitaine, t'avais un souci, moi quand j'ai eu mes blessures, il venait chez moi, il me parlait, alors que, tu vois, il pourrait dire, lui, il vient d'arriver, tu vois, franchement... Il a vraiment pris son rôle à cœur, quoi. Ouais, franchement, ouais, c'était... Quand il est arrivé, il n'était pas capitaine, c'était Paul Bays qui était le capitaine. Polo, ouais. Polo était un très très bon capitaine aussi. Polo, moi je l'ai connu à Sedan, donc ça m'a facilité aussi, mais Polo était un très bon capitaine, ouais. Polo était très bien aussi, mais... c'est vrai que Dante, forcément, c'est au-dessus, parce que c'est puis par rapport à sa carrière, par rapport à mes Polo, c'était un soldat. Ouais. Polo, comme Dante aussi, bien sûr. Hein, mais oui. Mais personne ne le connaissait à Nice. Voilà, tout le monde, quand il est arrivé, on se disait un inconnu. Il était connu du championnat, mais on l'a vu arriver avec sa grinta et qui, au fur et à mesure, a commencé à prendre le brassard et à faire de sacrés matchs, en fait. Ouais. Et... c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment de gros soucis en défense ces dernières années, parce qu'avec le taulier Dante, et puis il y a eu justement Paul, comme tu dis, il y a eu Malang qui est arrivé à un moment donné, très jeune. Max Le Marchand aussi. Max Le Marchand, qui a arrêté il n'y a pas très longtemps. Et c'est là depuis 3 saisons, il y a Jean-Claire Todibo. Enfin, voilà, moi je connais beaucoup Nice, donc je te parle de ça, mais effectivement, Dante doit montrer l'exemple, et je pense que c'est ce que j'avais en tête. Et franchement, en tout, des fois, l'échauffement, tu fais un taureau, les taureaux, c'est souvent tu chambres, celui qui est au milieu, lui, non, c'était c'était, il voulait mettre toujours à fond. Ah ouais, une intensité incroyable dans tout ce que tu faisais. Mais c'est même peut-être à l'extrême, non? C'est-à-dire que même dans son hygiène de vie, en dehors, la façon dont il doit tout gérer, je pense que ça doit être millimétré pour lui, surtout à son âge maintenant. Après, ça reste un Brésilien, donc il aime aussi la fête, il aime... mais par contre, il sait quand le faire. Et il sait... c'est vraiment très professionnel. Mais je vois, c'est peut-être l'un des plus affûtés du championnat. Ça doit être incroyable à 41 ans de tenir un niveau de jeu. Et c'est justement là où tu disais... qu'au fur et à mesure de chaque saison, de l'âge, tu t'adaptes au jeu et tu t'adaptes à tes besoins physiques. Lui, c'est vraiment adapté à tout. Ah ouais. Parce qu'il a perdu forcément en vitesse, en vivacité. Mais il a toujours su se placer. Il a un placement au-dessus de la moyenne. Et franchement, je vais te dire une chose, pour montrer son professionnalisme, c'est quand tu vois, et son mental, quand tu vois qu'il se fait les croisés à 38 ou 39 ans, exactement. Et qu'il revient. Ouais. Il revient et le mec il est performant. Il termine encore titulaire cette année. Et c'est lui qui joue le plus de minutes limite du championnat de France. Ah non, mais c'est incroyable. Alors que je pense que quand même Nice, alors qu'il connaît son professionnalisme, je pense que là il a encore surpris du monde. Je pense que là tu te dis putain, il se fait les croisés à 38, 39. Je pense que ça va être compliqué de revenir. Et non, le mec il a mis tout le monde d'accord et il est encore là. C'est alors qu'au final,
il a plus rien à prouver. Tu sais, mais la carrière évidemment. qu'il a fait, Mais tu bien sais, sûr. il pourrait dire, bon, allez hop, je finis ici tranquille, Côte d'Azur. Non, le mec, Lui, quand il est sur le terrain, c'est c'est une à fond. mentalité de champion. On C'est l'a vraiment vu, une il mentalité. était finalement c'était un peu le lien. Je sais pas si tu suis en fait un petit peu les matchs de tes anciens clubs, mais quand il y a eu cette saison où Nice, je dis on parce que je suis supporter niçois, mais quand on était vraiment au top cette année et qu'on a eu ces moments de moins bien, ça collait un petit peu avec les moments moins bien de justement de Dante Ouais. où il était un peu moins bien placé, où il faisait plus de fautes, il s'était fait expulser 1 ou 2 fois, il avait provoqué 1 ou 2 pénaltys. Et en fait, il y a eu, je pense, un déclic quand il s'est fait expulser la 2e fois, où vraiment... c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'essaye vraiment d'analyser ce qui se passe. Je suis un peu différent de mes Ouais. potes à chaque fois quand je suis au stade, c'est-à-dire que ils sont tous comme des fous, mais moi, j'aime bien en fait regarder parce que je suis passionné Ok. par l'aspect tactique, justement, des coachs, savoir comment ça se passe, comment t'es positionné, tout ça. Je suis passionné par ça, et je vois qu'il a élevé son niveau de jeu, il a vraiment... tapé du poing sur la table et il a repris ses placements. Je me souviens au Vélodrome, le dernier match, c'était incroyable. Et c'est à partir de là où on a vu que finalement, à partir du moment où Dante était revenu à son meilleur niveau et placé comme il fallait, eh ben en fait, on est parti pour justement gagner une place européenne. Et c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça dans un groupe. Ah oui, oui, ça. Puis même, il a une source de motivation, tu vois, que ce soit même dans le vestiaire. Moi, je me rappelle, c'est lui qui mettait la musique. Il la coupait quand il fallait couper. Et hop, il nous reparlait, il nous motivait, tac, et il remettait la musique. Moi, c'est vrai qu'à l'entraînement, j'aimais beaucoup être avec lui parce qu'en fait, il te force à toujours élever ton niveau. Bien sûr. Tu sais, t'as des matins, c'est comme chaque boulot. Hein, t'as des matins, t'arrives, t'es plus fatigué, tu dis, oh, ce matin, bah. Et lui est là, allez, vraiment. Et en fait, il élève toujours ton T'as niveau. pas le choix, en fait. Non. Tu te dis, lui, à 38 ans, il c'est fait ça, je suis exactement ça. obligé de le faire. Quoi. C'est exactement ça. Et si tu fais pas un effort, tu rates une passe facile. Oh, allez. Tu vois, en fait, et pour moi, il n'y a rien de mieux que ça, tu vois, dans un groupe. Bien Quand sûr. un mec comme ça dans un groupe, il élève le niveau de l'entraînement à lui tout seul. Mais à lui tout seul, parce qu'au final, quand tu vois lui qui fait ça, tu te dis, putain, bah, j'y vais. Tu Bien vois. sûr, c'est un coach sur le C'est- terrain, en fait, lui, finalement. t'as tout... ouais, exactement. Donc, en fait, je te dis, tu as des joueurs où t'as pas besoin de coach. Voilà. Franchement, c'est exactement ça. Tu sais que tu as Dante dans la séance. Tu sais que la séance, tout le monde va se donner à fond. Tu sais que. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment son professionnalisme qui m'a surpris, vraiment, où j'ai dit, ouais, lui, le mec. Ok. Parfait, il est exceptionnel. Ouais, franchement, je comprends. c'est l'exemple parfait dans le foot. Moi, quand on me demande à chaque fois, en tout cas, c'est son nom qui ressort parce que c'est l'exemple parfait. Wow, super. Je voulais revenir un petit peu sur maintenant tout ce qui est les responsabilités en tant que footballeur et même pour l'après. Comment toi, en tant que footballeur, parce que en fait, on se rend pas compte, effectivement, un footballeur professionnel gagne bien sa vie, mais en même temps, votre carrière s'arrête beaucoup plus tôt que la normale. Comment t'arrives en fait comment t'arrives à gérer justement tes finances et comment tu arrives à préparer ton après-carrière? Ça, faut faire attention, forcément, et il faut être suivi. Moi, j'ai un conseiller financier qui s'occupe de tout, et j'ai ma femme qui est énormément dedans aussi, donc ça m'aide. Donc après, tu fais attention, en fait. Je pense qu'il faut aussi faire des achats, tu vois, dans l'immobilier, je pense très tôt, le plus tôt possible. Bien sûr. C'est ce qui rapporte aussi. Parce que j'ai vu une stat qui est sortie, c'est énorme. Il y avait plus, je pourrais plus dire la stat, mais il y a une stat énorme comme quoi les joueurs, quand ils finissent la carrière, ils ont limite plus rien. Ouais, j'en ai entendu parler, j'ai vu un reportage là-dessus où ils montraient justement ces tu vois, joueurs. je trouve ça énorme quand tu vois les sommes qu'on touche, tu vois, même que ce soit nous en Ligue 2, tu vois, ça reste de très belles sommes pour jouer au foot. Bien sûr. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi, faut placer. Et puis voilà, mais il faut être suivi. Et il faut être suivi aussi par les bonnes personnes. Parce que t'as pas mal, tu vois bien les histoires, il y en a qui sont en procès, t'en as qui sont fait voler, t'en as... Donc, exactement. Il faut être suivi par les bonnes personnes, ouais. Et le fait d'avoir cet environnement familial t'a permis justement de pouvoir aussi bien gérer ça dès le départ, je suppose. Complètement. Moi, c'est pour ça que on m'a souvent dit aussi t'as gardé ton côté amateur parce que j'ai pas de choses voilà qui brillent, qui tu vois voilà, je sais me faire plaisir voilà, mais c'est vrai que les habits c'est pas moi, c'est pas ma tasse de thé, tu vois, je vais à Zara, c'est très bien, voilà. Ouais. Tu me dis achète un jeu de play ou un habit, je vais choisir un jeu de play. On est tous pareils là-dessus aussi. Donc c'est vrai que non, moi voilà, j'ai la chance
de pas avoir fait n'importe quoi, de faire attention, mais aussi parce que j'étais bien suivi. Ça se trouve, tout seul, tu vois, j'aurais voulu flamber, j'aurais voulu... c'est exactement ça. Ça part vite. Parce que j'ai une anecdote en fait là-dessus, c'est-à-dire que avant, ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté, mais j'étais assureur, j'avais ma société, et à un moment donné, justement, je discutais beaucoup avec certains joueurs de Nice, notamment un que j'assurais personnellement, que je suivais. Je vais pas citer son nom, évidemment, mais en fait, ce joueur-là, il était jeune. Et ce jeune-là gagnait beaucoup, beaucoup d'argent à Nice. Et en fait, il flambait. Et je crois qu'il y a eu un moment où il y a un membre de sa famille qui est venu, qui est redescendu, qui est venu à Nice, qui m'a appelé en me disant « Je veux un rendez-vous parce que en ce moment, il dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Ouais. Ça va pas. Il faut qu'on fasse un point. Là, il est pas là. Il a tes coordonnées, il t'appellera, on fera un point. Mais c'est avec moi que tu fais le point. Et il faut qu'on voit ce qui est le mieux parce que là, il faut qu'on remette qu'il faut qu'on remette en place parce que là, ça va pas du tout. » Et j'étais content parce que finalement, on a quand même eu justement cette confiance qui fait que bon, il a fait attention à certaines choses, mais ça peut aller très vite, surtout quand t'es jeune, de gagner des grosses sommes. Et heureusement justement que lui, il a eu ce lien familial qui a fait qu'à un moment donné, ils l'ont laissé faire parce que forcément, je pense que quand tes parents ou quoi que ce soit, ton enfant gagne de l'argent, tu te dis on peut pas de suite dire attention. Tu gagnes beaucoup, mais tu touches à rien, T'es obligé à un moment donné d'avoir envie de flamber, d'avoir envie de faire des choses. Surtout, ça dépend d'où t'as grandi, d'où, tu vois, des fois, tu veux te faire plaisir, tu veux forcément. Et c'est là où il faut quand même faire attention parce que, comme t'as dit, la carrière reste très courte. Ouais. Et c'est pour ça que j'en venais, et j'ai pas relancé un petit peu quand tu m'en as parlé tout à l'heure, où je viens de te demander comment tu préparais l'après-carrière. Tu viens de me dire que tu as créé une entreprise. C'est ça. Ouais. Une école de commerce, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est justement pour ton après-carrière. C'était quoi ? C'était un but qui t'est venu comme ça ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai eu pas mal de projets, tu vois. Je voulais ouvrir au début, tu sais, les fives, les trucs comme ça, Fréjus. Et je me suis dit, je sais pas si ça va marcher. Au final, il y en a un qui a ouvert et ça cartonne. Donc, non, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits projets. J'ai eu la restauration aussi. Mais en fait, quand tu te renseignes, tu te dis, bah, quand tu connais pas, tu te lances dans un truc, un peu, tu sais pas où tu mets les pieds. Et au final, j'ai ma femme qui travaillait pour une école de commerce, tu vois, l'entreprise Pigier exactement. Ouais, je connais. Voilà, donc du coup, ça faisait 8 ans qu'elle travaillait, parce que ma femme voulait pas rester à la maison pendant que moi je jouais, elle a voulu toujours travailler. Et donc du coup, il y a une année où j'ai failli partir à l'étranger, mais on avait ce projet-là d'ouvrir l'école. Et au final, quand je suis resté en France, quand je signe à Dijon, voilà, le boss en fait de Pigier nous dit moi à Dijon je pense que ça peut cartonner, donc du coup on a racheté la franchise, on a ouvert notre école à Dijon et ça se passe super bien, donc voilà, on est content. Bon ça c'est super, si tu as eu ce projet, et en plus c'est un projet commun avec ta femme, donc c'est un projet commun, encore plus motivant je suppose. C'est une chose qu'elle connaît du bout des doigts, tu vois, parce qu'elle est dans ça depuis des années et des années. Donc voilà, et puis en même temps toi tu prépares l'après-carrière, donc tu mets tes sous, tu sais dans quoi, tu vois. Ouais, ok, je vois. Bon mais écoute, on va pour terminer, il reste encore quelques questions un petit peu, mais je voulais d'un aspect général, maintenant toi qui as 34 ans, on a à peu près le même âge, hein, j'ai 33, et je me disais quel message et quel conseil tu pourrais donner en fait aux jeunes qui aimeraient devenir footballeurs aujourd'hui, donc football d'aujourd'hui. De travailler tout simplement. Vraiment, c'est des phrases, c'est un peu les phrases bateau, tu vois, mais c'est vraiment le travail et croire en soi. Parce que j'ai connu des joueurs qui avaient peu ou pas de talent, qui ont travaillé et qui ont fait une grande carrière. Et j'ai connu des joueurs qui avaient du talent, qui ont cru en eux, tu vois. Et vraiment, ils ont cru à 100% et ils ont réussi. Et tu vois, il y a plein d'exemples où il y en a qui n'ont pas été pris là, Et c'est ça, j'en connais aussi. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. Par contre, il faut trouver le juste milieu entre croire en soi et ne pas s'enflammer. Il ne faut pas non plus voir plus beau que ce qu'on bien est, sûr. tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, il y a tous ceux qui ont travaillé, moi, ceux que j'ai côtoyés, tous ceux qui ont travaillé, ils
ils ont tous fait une carrière, que ce soit une petite, que ce soit, voilà, ils ont tous fait une carrière. Donc après, forcément, il y en a qui ont fait des plus grosses carrières, parce qu'il y en a qui ont le talent aussi. Bien sûr. Donc je pense à Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, Ah oui, je l'ai pas vu. tu l'as connu au Havre, On c'est s'est ça? connus au Havre, voilà, on a joué pendant 1 an et demi, 2 ans ensemble. Oui. Riyad, je le voyais pas travailler, tu vois. Riyad, c'est le talent. Alors après, Il y en tout a, ce c'est qui le est sur talent. le terrain, il va travailler ce qui est sur le terrain, mais en dehors, voilà, c'est... Mais maintenant, il a dû changer, parce qu'il a fait une très très belle carrière, mais à l'époque, c'était vraiment un pur talent. Et ça travaillait, alors oui, ça travaillait les coups francs, ça travaillait les centres, mais sur le terrain. Et c'est là où je te dis, quand tu travailles, tu es récompensé. Il y en a pas énormément des joueurs qui réussissent vraiment grâce au talent. Il y en a certains, peut-être des grands, tels que Zidane, Messi, et encore Zidane, je pense qu'il a dû énormément travailler pour atteindre ce niveau-là. Par exemple, je pense que Messi a beaucoup plus de talent, par exemple, que Cristiano, tu vois. Cristiano, je pense que c'est plus passé par le travail que Messi, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ne travaillent pas du tout, quoi. Non, franchement, moi, je les vois maintenant, il y en a à 17 ans, ils ont un talent incroyable, et au final, ils travaillent de moins en moins, du coup, parce qu'ils voient qu'ils ont un talent. Oui. Donc, au final, ils sont bons à 17, 18, et ils n'arrivent plus à passer le cap. Il y a un cap où, tu vois, quand eux, ils n'ont pas travaillé, tu vois, que ce soit physiquement ou pas, ben ouais, tu te fais bouger dans les duels, tu fais plus la différence que tu faisais avant. Donc, c'est vrai que maintenant, le talent, ça suffit pas. Ça suffit pas. Bah, c'est pour ça justement que pour terminer dans notre dernière partie, je voulais te poser quelques questions rapides, un petit peu plus décalées, mais comment justement tu vois le futur du football dans les prochaines années? Parce que justement, tu parlais des jeunes, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, même si j'ai jamais fait partie d'un club de foot, mais je vois par exemple que les jeunes, peut-être aujourd'hui se permettent un peu plus de choses, ou justement s'enflamment un peu plus parce qu'en fait on les met plus en lumière. Exactement. Peut-être ils intègrent le groupe pro beaucoup plus tôt, pour combler certaines absences, alors qu'avant c'était pas le cas, c'était beaucoup plus encadré. Moi je me souviens encore de voir des images de Giroud qui devenait fou sur les jeunes, qui les encadrait comme un malade. Et justement, comment tu vois le futur de tout ça? Ce côté-là me fait un peu peur dans le sens où maintenant, comme tu dis, les jeunes sont énormément protégés. Ils sont protégés parce que ça devient une valeur marchande. Exactement. Le jeune de 18 ans qui explose sera vendu plus cher qu'un mec de 25 ans qui a fait une saison très moyenne, tu vois. Ce qui est logique aussi. Mais du coup, ils sont ultra protégés. Et là, faut tomber sur le bon formateur ou le bon entraîneur ou le bon président, tu vois, Donc, il y en a plein, attention, hein, moi, dans ma carrière, j'en ai connu plein aussi. Mais c'est vrai que maintenant, les jeunes sont vite mis, en fait, en lumière. Oui. Et du coup, si t'as la tête sur les épaules, ça va. Si t'es pas trop bien entouré, ça peut déraper. Donc ça dérape soit dans le sens où t'éclates tout et t'es encore meilleur, soit dans le sens où il aime le strass, les paillettes, et là il peut vite tourner, et malheureusement une pépite que tout le monde disait il va exploser, au final il y en a eu beaucoup, hein. Bien sûr. Après c'est aussi les journalistes qui mettent en lumière certains trucs en disant c'est l'étoile montante. C'est un tout, parce que maintenant quand t'es jeune et que tu fais un bon match, c'est comme si tu avais fait 2 bonnes saisons. Oui. Alors qu'au final, tu as fait un bon match. Et c'est ça le souci. Tu as des joueurs aussi, c'est pareil. Pendant 85 minutes, ils vont rien faire. À la 86e, ils vont dribbler 4 joueurs et frapper sur le poteau. On va dire, waouh, quelle occasion, tu vois. Bien sûr. Et s'ils marquent, alors on ne parle même plus des 85 minutes d'avant. S'ils marquent, exactement. on te dit quel joueur. Oui. Et c'est ce qui me fait un peu peur dans le foot. Mais je pense que les mecs, il y a 10 ans, ils devaient dire pareil, tu vois, de nous, il y a 20 ans. Donc, au final, je pense que le foot évolue, mais ça reste quand même du football. Donc, je pense que... Et l'un des plus beaux métiers, j'imagine. Exactement, exactement. J'aimerais qu'on parle un peu des inspirations. Est-ce que tu avais une idole de jeunesse, que ce soit dans le foot ou pas, d'ailleurs? Moi, sur le terrain, ouais, c'est bizarre, parce qu'en plus, on n'avait pas du tout le même style de jeu. C'était Robinho. Oui. Ouais, ok. J'adorais Robinho dans le style de jeu. Et après, forcément, R9, Ronaldo. Ça, allez, on va dire un peu plus. Plus ton poste, en tout cas. Ouais, voilà. Mais ton poste qui aime un peu décrocher. Oui, c'est vrai qu'il qui est un peu décroché. C'est vrai que... Parce qu'on se rend pas compte, mais même si t'es un gabarit, je voyais à Nice, t'aimais quand même bien, et t'étais assez technique. T'aimais bien quand même faire quelques gestes. Et lui, il faisait pareil. Bon, peut-être lui, c'est à part, je pense. Bah oui, et Robinho, lui, qui a un centre de gravité beaucoup plus bas, plus petit, lui, c'est vitesse, les technique, les côtés. C'est des joueurs que j'aimais bien, sur YouTube, taper leur nom et regarder leurs vidéos. Ouais, ok. Et quel est le meilleur joueur
contre qui tu as joué? Bah, Ou celui qui t'a le plus impressionné, en tout cas? je pense que c'est Neymar. Je pense que c'est Neymar, ouais. Je pense que Neymar, je le trouvais très très fort. C'était quand il venait d'arriver à Paris, je suppose. Il venait de signer, non? À peu près, ouais. en 2017, il a signé, je là, crois. l'image que j'ai, moi, c'était au Parc. Ok. Où il fait vraiment, vraiment un très bon match. Je crois on fait un partout ou 2-2, je crois. C'est Cavani qui rate un penalty à la fin. Walter Benitez qui le sort. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, Neymar, ouais, c'est impressionnant. Ok. Et le coéquipier qui t'a le plus impressionné? J'ai envie de te dire Dante, mais par rapport au talent, je te dirais Athème. Ok. Ben Arfa. Bah, je pense qu'on a tous ça aussi un petit peu en tête. Ouais. Mais lui, c'est justement peut-être l'un des joueurs qui a aussi le talent qui fait qu'il peut se permettre certaines choses aussi. Lui, c'était vraiment le talent. C'était vraiment... T'as des matins, il arrivait en entraînement, tu sentais qu'il était fatigué, il allait presque rien faire, donc ça, c'était chiant d'être avec lui. Et par contre, t'as des matins où il fallait être avec lui. T'as des matins, tu pouvais perdre 5-0 dans un petit jeu, tu gagnais 6-5 et il t'avait mis 6 buts, quoi. Puis, ce qui se passe aussi, c'est que franchement, pour avoir suivi un petit peu Athènes, parce que moi qui suivais beaucoup le foot, t'as atterri dans l'équipe où certainement il a eu la saison la plus aboutie de sa carrière. C'est vrai. C'est vrai que la première année où j'arrive, c'est l'année où il explose. Et c'est vrai que il avait fait une très très bonne année. Mais c'est vrai que moi j'avais été surpris, tu vois, parce que moi quand j'arrive dans le vestiaire, tu voyais Ben Arfa, tout le monde disait, tu vois, peut-être pas le bon garçon et tout. Et au final, le mec est parfait, tu vois. Ouais. Le mec est top, dans le vestiaire, il rigole avec tout le monde. Moi j'arrive de Ligue 2, personne ne me connaît, tu vois. Franchement, top. Franchement, tu vois. Donc, non, franchement, et puis après, sur le terrain, c'était incroyable. Il fait lever les foules, quoi. Ah ouais, cette année-là, je me rappelle, du coup, moi, je me blesse très tôt dans la saison, mais j'allais voir tous les matchs. Et je me rappelle que dès qu'il avait le ballon, des fois, à 30 mètres du but, l'Alliance dirait que ça se levait, quoi. Parce que tu t'attendais toujours limite, et quand il faisait une passe, on était déçus. On disait, oh non, tu vois. Mais je me souviens des matchs contre Reims, à Geoffroy Guichard. Ouais. Je me souviens contre Bordeaux aussi, il fait un très gros match, justement, le match où tu étais titulaire. Contre le Stade Rennais aussi. Enfin, c'était une saison incroyable. Ouais, franchement, il avait été vraiment extraordinaire. Vous aviez fini 4e, je crois, cette saison-là. Et ça aurait vraiment dû mériter beaucoup plus parce que c'était vraiment un collectif incroyable. Ouais, moi, tu vois, tous les ans, il y a toujours un joueur qui m'en reparle, tu vois. Et là, cette année, c'est Romain Thomas, d'ailleurs, notre capitaine à Caen. Et lui qui jouait avec Angers à l'époque, et il me dit c'était incroyable. Il me dit votre milieu de terrain là, les trois petits là, il y avait Lucas Seri, il y avait Koziello et Papi Mendy la première année. Il me dit c'était incroyable, on voyait pas le ballon. C'était incroyable. Il y avait un peu, enfin je le voyais comme ça, mais je voyais le physique de Seri et Papi et plus on va dire technique vitesse de Koziello. Ça faisait un sacré mélange. Non, franchement, au milieu de terrain, et Athème au milieu qui récupérait les ballons et qui distribuait ou qui partait seul. C'est ça. Et il y avait toi quand tu jouais, quand tu étais dispo, et il y avait Valère Germain devant et Alassane. Alassane aussi. Ouais, il y avait une très bonne équipe. Ouais. C'était, et puis derrière aussi. Hein. Ah oui, c'était costaud. De toute façon, depuis des années, Nice a toujours été parmi les meilleures défenses du championnat. C'était très costaud. Très très costaud, et c'est vraiment ce genre d'équipe qui donne envie de se lever, même si tu sais que tu vas pas gagner le championnat parce que, et encore, ça aurait tellement pu sur encore plein de saisons. Ouais, c'est vrai, tu sais jamais. Et puis je t'ai dit, l'équipe est costaud, tu prends peu de buts, t'en marques, donc c'est vrai qu'après malheureusement la saison est longue, et puis après t'as Paris qui ont des effectifs plus garnis, plus c'est normal, donc forcément ça fait la différence sur certaines périodes de la saison. Forcément. Et quel est le stade qui t'a le plus impressionné où t'as joué? Nice, forcément, parce que je trouve que vraiment l'ambiance était folle. Et là, je vais peut-être me faire insulter par contre, mais franchement, c'était le Vélodrome quand même. Ouais, mais bon, il n'y a aucun problème, tu sais, je comprends. Après, c'était le Vélodrome contre nous, tu vois. Parce que je pense qu'il y a cette atmosphère de exactement. Derby, mais contre nous, c'était vraiment la folie. Et justement, quand c'est un stade comme ça qui t'impressionne, qui est contre toi, est-ce que ça te motive ou pas? Ah si, moi je me rappelle, je m'échauffais au bord du terrain, j'entendais, il m'insultait. Mais si, non, t'as envie de jouer. T'as envie de jouer,
Enfin, moi, perso, j'ai pas cette pression, tu vois, de mal faire. Justement, t'as envie d'être sur le terrain, d'aider les copains, t'as envie de jouer. Ok. T'as vraiment envie d'être parmi eux. Et c'est fou, je me rappelle le Vélodrome, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et là, une année aussi qui m'avait impressionné, c'est quand Mario marque très vite. Il fait taire le Vélodrome, mais il y avait une ambiance de fou au Vélodrome. Et là, Mario, il marque. Et là, un silence incroyable. Ça, c'était impressionnant. Et à Lyon aussi. On avait fait le nouveau stade là où on gagne 1-0, je crois. C'était pas en fin de championnat? Si, c'était le dernier match. Eux, fallait qu'ils gagnent pour se qualifier en Champions League, si je dis pas de bêtises. Et on gagne 1-0 à la mi-temps. Et là, je me rappelle, dans les couloirs, ça chauffait. Vous avez plus rien à jouer, nanana. Ça pétait un peu un câble. Et après, ils se sont réveillés, par contre. Et là, Memphis, Depay, il y avait Fekir. Là, ils se sont réveillés, on avait pris 3-1. 3, il me semble, j'allais dire 3 ou 3-1 ou 4-1, quelque chose comme ça. Et après, ils déroulent. Et là, c'est impressionnant. Ouais. Et c'est vrai que l'ambiance au stade, c'était impressionnant aussi. Ok. Et il y a un stade où tu aurais aimé jouer? Que ce soit dans une équipe ou plutôt même en tant que visiteur, vraiment jouer un match? Ouais, en Angleterre, je pense. Ouais. Tu vois, alors quel stade, je sais pas, mais en Angleterre, maintenant, tu regardes n'importe quel match et une ambiance, une ambiance de dingue. Donc c'est vrai, l'Angleterre, j'ai jamais fait. Et j'ai promis d'ailleurs à mon fils qu'on irait voir un match en Angleterre. Ah, mais ça, c'est top. Ouais. Moi, c'était un de mes rêves. Je l'ai réalisé. Je suis allé il y a 2 ou 3 ans à Anfield. Ok. J'ai galéré pour avoir des places, mais bon, j'ai réussi à les obtenir. J'ai payé le prix, mais vraiment, c'était une atmosphère incroyable. Incroyable, leur hymne, c'est fou. C'était il y a 2 ans. Et c'est vraiment quelque chose à faire. Une ambiance que j'ai vraiment adorée aussi, c'était à Glasgow. Je suis allé voir les Glasgow Rangers. C'était le premier match qu'ils jouaient en première division après leur remontée. Ils étaient descendus en liquidation. Et au bout de 4 ans, ils sont remontés en première division. À l'époque, je crois que le coach, c'était Brendan Rodgers, si je me souviens bien. Mais là, c'était incroyable. L'ambiance anglaise, enfin anglo-saxonne en fait. C'est vraiment quelque chose quoi. Ton fils il est fan de foot, l'ambiance, tu te régales. Et de toute façon en Angleterre, comme tu dis, je pense que dans tous les stades, je pense même les petits stades, tu sais, ça te disant genre Luton ou un truc comme ça doit être incroyable. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que les stades comme ça, que ce soit petits clubs ou grands clubs en Angleterre, c'est vraiment une ambiance incroyable. Ouais. Je vais revenir un petit peu juste par rapport au match. Est-ce que tu as un rituel ou une superstition particulière d'avant-match ou d'une manière de penser? J'appelle toujours mes enfants. Il faut que je parle à mes enfants, toujours. Ah ouais? Ouais, on est à l'hôtel, on a la causerie d'avant-match. Et une fois qu'on est dans le bus pour aller au stade, j'appelle mes enfants. Il faut que je leur parle. C'est le rituel. Ah ouais, toujours. Toujours. Et c'est vrai que cette année, je crois que je ne l'ai pas fait 1 ou 2 fois. Et t'es pas bien, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, franchement, c'est bête, hein, mais en plus, rien. En plus, maintenant, ils le savent parce que dès qu'ils répondent au téléphone, ils se mettent tous devant le téléphone. Papa, bon match, on va te regarder. Et puis, voilà, tu vois, ils savent que c'est pas pour savoir comment être à la journée. Non, c'est vrai que quand j'appelle à cette heure-là, après, on s'est beaucoup au téléphone forcément, mais quand on s'appelle cette heure-là, ils savent que c'est juste le petit rituel, faire un petit coucou et voilà. Ouais, et d'ailleurs, tu as changé en tant que père de famille, ça t'a fait changer en tant que footballeur aussi ou pas? La façon d'être ou pas vraiment? Non. Bah après, je pense pas que ce soit le fait d'être père de famille, je pense que c'est le fait de prendre de l'âge dans le foot. T'es plus proche des jeunes, t'essayes de les aider, de les conseiller, quoi. Parce que moi, c'est ce qu'on me faisait et je pense que ça m'a énormément aidé. Donc j'essaye de le faire un peu. Ok. Et quelle est, pour le coup, la meilleure leçon que tu as apprise durant ta carrière? Je pense que c'est de croire en soi, tout simplement. Ouais. Je pense que c'est très important. Parce que si tu crois pas en toi, franchement, on le dit, tu vois, personne ne va le faire pour toi. Et franchement, c'est vraiment la vérité. Il faut que tu aies confiance en toi pour être performant. Parce que des fois, des fois ça va pas, t'as pas confiance et là tu te dis mais tu peux tout rater en fait, même des choses simples. Alors que quand t'as confiance, tu peux réussir des choses, tu vois, même toi tu vas tenter des trucs, au final ça va passer. Non, faut vraiment croire en soi et travailler, croire en soi. Parce que des fois, je te dis, t'as plein d'exemples comme on en a parlé tout à l'heure où ça a pas marché et puis 3 ans après, c'est toi qui ça y va. Donc, et puis, il faut que tu crois en toi, justement, pendant ces périodes de doute où, justement, tu as été blessé longuement. C'est ce qui est le plus dur, de relativiser, de
pas de te dire, tu vois, c'est pas terminé, ou tu vois, ça va aller. Donc c'est le plus dur. Moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré, vraiment d'avoir mes amis qui étaient vraiment là pour moi, ma famille. Donc voilà, c'est le plus important. C'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que c'était important. J'avais suivi de près ou de loin un petit peu tout ce qui t'est arrivé. Et en étant niçois, je suppose que tu as gardé une bonne image, et même les supporters, je suppose, même si t'as pas énormément joué à Nice dû à ces pépins, mais je pense que tu as quand même gardé un certain lien avec les supporters. Je pense pas que un supporter t'est vraiment... Enfin, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, les supporters t'en veulent pas et justement sont contents, je pense, de te voir à Nice ou quoi que ce soit. Ouais, non, bah c'est sûr que Nice, ça reste quand même le plus grand regret, je pense, de ma carrière, tu vois, de pas avoir réussi à percer là-bas, entre guillemets, tu vois. Parce que c'est vrai que quand j'étais sur le terrain, ça s'est toujours bien passé, Bien sûr. vois, on a toujours fait des bons matchs, voilà. Et donc c'est vrai que les blessures ont été très compliquées. Et c'est ce regret-là de ne pas avoir réussi dans ce club-là. Parce que vraiment, il y avait tout. J'adorais les supporters, j'adorais le stade, j'adorais le club. C'était vraiment magnifique. Les gens à l'intérieur sont incroyables. La ville, elle est magnifique. J'étais chez moi parce que j'étais à une demi-heure de Fréjus. T'étais pas loin, effectivement. Franchement, ouais, c'était... Tout était beau, mais malheureusement, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est justement croire en soi, le mental, qui fait que t'as rebondi et que la saison d'après, tu signes à Auxerre et tu mets 19 buts dans la saison. Ce qui est peut-être finalement ta meilleure saison en termes de stats. En termes de buts, ouais. Et derrière, même physiquement, t'as tenu parce que plus de 30 matchs chaque saison. Donc voilà, donc je suis assez admiratif en fait de ce que t'as fait. C'est gentil. Et tout ça, tes blessures, tes stats, tout ce que t'as fait, le fait que tu viennes pas d'un centre de formation, tu vois, il y en a peu. Et tu parlais de ton pote Pierre Lesmelou, mais c'était un peu la même chose. Et malgré le fait que, par exemple, lui, à décharge, lui, il a été un petit peu critiqué à Nice, alors que moi, justement, je trouvais que c'était peut-être l'un des seuls joueurs qui, et tu le sais mieux que moi, jouait avec son niveau, son talent et son travail. Et par contre, sur le terrain, on pouvait rien lui dire, il était toujours à fond. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. Et de me dire que les gars, croyons en vos rêves, parce que ce gars-là, il a commencé comme nous quand on était jeunes, et il a commencé, il était à Bordeaux de mémoire, il a commencé à Bordeaux, il avait peut-être 18, 19, 20 ans, il était en CFA, et par contre, regardez où il est maintenant, et regardez ce qu'il fait maintenant cette saison, quoi. Et moi, j'ai trouvé un peu ce parallèle avec toi, et je trouvais important de te demander de venir, sachant qu'en plus, on est un peu voisins maintenant. donc en tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. Avec plaisir, merci à toi. Donc c'était vraiment très enrichissant pour cette première émission et tout. Écoute, j'espère que ça s'est bien passé. J'étais un peu stressé au début, forcément. mais en tout cas, je suis content que tu sois venu et je te remercie encore une fois. Avec plaisir. Quant à nous, les amis, on se retrouve bientôt pour d'autres émissions sur le sport, sur d'autres sujets intéressants, d'autres métiers qui inspirent. On a encore plein de choses à vous dire et à vous faire découvrir. Pour conclure sur ce podcast lié justement encore une fois au sport et à la profession, je citerai Michael Jordan, plus grande légende du basket mondial, qui dit, comme on en a parlé tout à l'heure, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et il y en a d'autres qui font que ça arrive. Donc merci Mika encore une fois de montrer que ça peut arriver. Et vous aussi, ceux qui nous écoutez, vous pouvez faire en sorte que ça arrive. À bientôt.